Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler du contrôle du temps de travail. Ce sera dans quelques instants avec Laurence Urbani-Schwartz, associé de Fromont-Briens. On parlera ensuite de l'obligation de non-concurrence des associés de société avec Simon Fournier, associé de Deloitte Société d'avocats. Et enfin, on parlera du délit de corruption avec Judith Fleuret, console chez Advent Altana. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler contrôle du temps de travail avec mon invité Laurence Urbani-Schwartz, associée au sein du cabinet Fromont-Briens. Laurence, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons aborder un sujet particulièrement prégnant dans le monde du travail, le contrôle du temps de travail. Et c'est d'autant plus un sujet d'actualité avec aujourd'hui le télétravail et l'usage numérique des salariés. Pour commencer, quels sont les types d'horaires devant être contrôlés? Alors aujourd'hui, en l'état du droit du travail français, quel que soit le type d'horaire de travail pratiqué par un salarié, il y a une obligation de contrôle et de décompte du temps de travail par l'employeur. La seule exception, c'est l'horaire collectif. L'horaire collectif, c'est un ensemble de salariés qui travaillent au sein d'une même équipe, d'un même département, d'un même atelier, et qui va travailler exactement sur le même schéma, sur le même type d'horaire. Par exemple, vous allez avoir un 8h, 12h en termes d'horaire, 14h, 17h. D'accord. Aussi simple que ça, c'est l'horaire collectif. Donc l'horaire collectif, il va être affiché sur le lieu de travail. Il a pu être communiqué à l'inspecteur du travail avant sa mise en œuvre et c'est une pratique qui perdure. Et D'accord. donc, c'est ce cadre-là qui permet de s'exonérer pour l'employeur. En revanche, par nature, tous les autres horaires de travail, tous les autres horaires individualisés, quel que soit le type d'aménagement de l'horaire de travail, de la durée du travail, va faire l'objet d'un décompte et d'un contrôle par l'employeur. Donc, on a vu justement les horaires types. Quels sont les moyens de contrôle du temps de travail à disposition de l'employeur? Alors, en matière de contrôle et de décompte du temps de travail, l'employeur va devoir décompter donc la durée du travail de façon quotidienne. Alors, par tout moyen, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de modalités qui peuvent être mises en œuvre. En revanche, il faut effectivement pouvoir soit enregistrer le début et la fin de la période de travail, avec évidemment l'intégration, si par exemple c'est une pointeuse, des coupures, la Bien sûr. coupure repas ou toutes les pauses, ou alors procéder sur la base d'un relevé individuel qui peut être fait par le salarié dans le cadre d'un auto-déclaratif ou par l'employeur selon d'autres modalités. Donc, c'est soit du déclaratif, soit un système de badgeuse. Alors, il y a encore une pluralité plus importante. Ça peut être une badgeuse, ça peut être effectivement de l'autodéclaratif, ça peut être des plannings prévisionnels qui vont être affichés et le cas D'accord. échéant évolutifs ou rectifiés en cas de modification. Vous avez aussi tout le panel du décompte informatique aujourd'hui de la durée du travail. Donc vous avez effectivement toutes ces modalités par rapport à un décompte quotidien qui doit être complété par un décompte hebdomadaire qui vient récapituler effectivement l'horaire réalisé par le salarié dans le cadre de sa semaine de travail. Vous pouvez avoir en complément un relevé mensuel lorsqu'il y a la réalisation d'heures supplémentaires D'accord. qui viendra s'annexer au bulletin de paye. Donc ça, c'est pour je dirais, la majorité des salariés. En revanche, pour certaines typologies d'aménagement de la durée du travail, telles que le cadre ou le salarié soumis à une convention de forfait individuel en jour, dans ce cadre-là, l'employeur a l'obligation de décompter la durée du travail par le biais d'un relevé qui va être un relevé plutôt annuel, qui D'accord. va récapituler toutes les journées et les demi-journées travaillées par son collaborateur. Alors, on a vu les moyens de contrôle à disposition de l'employeur. Attendons-nous maintenant sur les moyens de contrôle à disposition de l'administration du travail. Quels sont-ils? Alors, en cas de contrôle précisément, l'employeur est tenu de mettre à la disposition d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail eh bien, un certain nombre de documents
qui sont les documents qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple les plannings, par exemple tous les relevés et les indicateurs de la durée et des horaires de travail. Donc il doit les tenir à la disposition de l'administration du travail pour que il puisse y avoir une sorte de relevé, d'une comptabilisation Bien sûr. des horaires qui ont été réalisés pour les salariés, par les salariés. Alors, ces horaires, c'est important, c'est des comptes, pardon, il y a une durée de conservation et de mise à disposition qui est de 1 an pour tous les horaires, on va dire, individualisés. D'accord. Il y a un vrai point de vigilance à ce sujet parce que la prescription en matière de salaire est triennale. D'accord. Donc, on recommande plutôt d'avoir un délai de conservation qui soit de 3 ans. Bien En sûr. revanche, pour les salariés, par exemple, dans le cas du forfait annuel en jours, le relevé de journée et de demi-journée travaillée doit être conservé pendant 3 ans. Alors voyons maintenant les sanctions en cas de contrôle abusif de l'employeur. Quelles sont les sanctions? Alors, le contrôle abusif, en fait, je l'appréhende comme un contrôle de la durée du travail qui n'est pas dans les règles et surtout, aujourd'hui, c'est un point de litige qui contrevient, on va dire, au principe de licéité de la surveillance des salariés. Donc en fait, tout ce qui va être abusif, ce sera par exemple des contrôles qui vont être intrusifs. Par exemple, de compléter la pointeuse, le badgeage, par une prise photographique de l'identité du salarié qui va badger D'accord. de façon systématique parce que effectivement l'employeur peut vouloir lutter contre une pratique qui serait de badger pour autrui. Ce type effectivement de modalité, de mécanisme peut être jugé comme étant clairement abusif. Alors maintenant, si on voit du côté du salarié, quelles sont les sanctions vis-à-vis d'un salarié qui serait négligent vis-à-vis des horaires de travail, qui arriverait plus tard ou en dehors des horaires définis? Oui. Alors, sur ce type effectivement de comportement, souvent il est de 2 ordres. Vous avez des salariés qui vont travailler plus ou qui vont effectivement, comme vous l'indiquez, travailler moins. La problématique, c'est que l'employeur doit être garant de ce respect effectivement de l'horaire de travail. Donc si un salarié ne respecte pas ses horaires, que ce soit dans un sens plus, mais également dans un sens négatif, eh bien l'employeur se doit de matérialiser quelque chose et il peut très clairement s'inscrire aussi sur le terrain disciplinaire. L'autre point qui aussi est intéressant, c'est le salarié qui, eh bien, par rapport au dispositif de contrôle de la durée de travail, ne va pas les respecter. Par exemple, qui omet de badger ou qui va aller dans un mécanisme de falsification de son pointage. Là aussi, on est clairement sur le terrain disciplinaire. Pour terminer, peut-être quelques bonnes pratiques à l'intention des entreprises. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué en préambule, le télétravail est une pratique qui est extrêmement répandue encore aujourd'hui. Donc sur ce sujet, eh bien, il faut être extrêmement vigilant parce que même en cas de télétravail, en situation de télétravail, il y a un contrôle et un décompte de la durée de travail qui subsiste totalement. Bien sûr. Donc là aussi, il faut mettre en place des systèmes qui soient des systèmes valides, valables, puisque la surveillance permanente, par exemple, du salarié en situation de télétravail est totalement prohibée, mais il faut mettre en place eh bien, des systèmes de contrôle tels que le badgeage électronique lorsqu'on est dans cette situation de travail. Alors aujourd'hui, en un mot, comment la jurisprudence évolue sur cette question? Alors, la jurisprudence, elle vient préciser 2 choses. Elle vient toujours préciser les grands principes. C'est-à-dire que le mécanisme de surveillance peut être autorisé à partir du moment où il va être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi. C'est D'accord. vraiment le créneau qui est effectivement tout le temps contrôlé, tout le temps présent dans ce type de problématique. Également, la jurisprudence va venir nous dire que sur certains systèmes de surveillance qui peuvent prêter à discussion, eh bien, il faut que ce soit pour que on puisse l'utiliser en tant qu'employeur, par exemple, alors qu'il peut y avoir une discussion sur la licéité, que ce soit le seul élément probant pour eh bien, amener des éléments en termes de contrôle de la durée du travail. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.
On poursuit ce Lex Inside et on va s'intéresser à l'obligation de non-concurrence des associés de société avec mon invité Simon Fournier, associé au sein du cabinet Deloitte Société d'avocats. Simon Fournier, bonjour. Bonjour Arnaud, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Les associés de société sont-ils tenus par une obligation de non-concurrence envers leur société ? Écoutez, c'est une excellente question Arnaud. La réponse est non. Il n'y a pas, par principe, d'obligation de non-concurrence à laquelle seraient soumis les associés d'une société. Il y a en revanche ce qu'on appelle le principe de l'affectio societatis, qui exprime l'intention des associés de lier leurs intérêts en vue de réaliser un projet spécifique par voie sociétale. En vertu de cette affectio societatis, les associés sont soumis à ce qu'on appelle un devoir général de loyauté envers la société au sein de laquelle ils sont associés. Et en vertu de ce principe, il leur est interdit de réaliser des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société. Néanmoins, il ne résulte pas automatiquement de ce principe une obligation générale, automatique de non-concurrence qui viendrait s'imposer aux associés des sociétés, d'une SAS ou d'une SARL. De ce fait, ils restent totalement libres d'exercer une activité totalement concurrente à celle de la société au sein de laquelle ils sont associés, du moment qu'ils ne se rendent pas coupables d'actes de non-concurrence. D'accord. Il existe une légère exception à ce principe général que je viens de vous exposer, en ce qui concerne les sociétés dont la nature même est de mettre en commun une activité professionnelle. À titre d'exemple, les sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, au sein de ces deux types d'entités, les associés sont par nature soumis à une obligation de non-concurrence qui s'explique encore une fois par le fait que l'objet même de la société est d'exercer en commun une activité professionnelle. Alors, comment ça se passe dans les SA? Quid des associés? C'est une bonne question. Dans les SA, la situation est un petit peu différente. Il s'agit de typologies de sociétés de grande taille, avec un grand nombre d'associés dans lesquels ce qu'on appelle l'affectio societatis, ce principe d'intention commune, est beaucoup moins prégnant. De ce fait, la jurisprudence n'a jamais eu à se prononcer formellement sur une éventuelle clause de non-concurrence qui existerait ou non sur la charge des associés de SA. Néanmoins, la majorité de la doctrine est relativement unanime sur le fait que la solution est transposable, à savoir pas d'obligation de non-concurrence, un devoir de loyauté. D'accord. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il est possible de faire peser sur les associés de société une obligation de non-concurrence? Tout à fait. Alors, là, on bascule sur le principe de la liberté contractuelle, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, de façon conventionnelle, prévoir une obligation de non-concurrence qui viendrait s'appliquer à des associés de société. Cela peut être fait de façon très classique dans les statuts, de façon statutaire, ou bien dans des actes extra-statutaires que peuvent être les pactes d'associés, les conventions de mandat social lorsqu'on parle de mandataire, les contrats de travail et évidemment les actes de cession. Alors intéressons-nous maintenant aux dirigeants sociaux. Qu'en est-il? La situation est la même. Un dirigeant social qui cumulerait cette fonction avec la nature d'associé n'est pas en soi soumis à une obligation de non-concurrence. En revanche, en pratique, il est beaucoup plus usuel de prévoir une obligation de non-concurrence pour un associé qui cumule cette qualité avec celle de mandataire social. Et pour cause, puisqu'il est en charge de la direction opérationnelle de la société. C'est lui qui va conduire l'activité. Il est donc usuel de prévoir ce type de clause. La première des conditions est qu'elle soit écrite. Évidemment, donc comme je vous le disais, ou dans un acte extra-statutaire comme cela est très habituel, ou même dans les statuts. Et par ailleurs, il faut ensuite que cette clause respecte un certain nombre de conditions pour qu'elle puisse être valide. Quelles sont les conditions? La première d'entre elles est qu'il faut que cette clause, dans sa rédaction et dans ses dispositions, respecte totalement la protection de l'intérêt légitime de la société. Donc on fait appel ici à une notion de proportionnalité extrêmement factuelle. Il va falloir que cette clause puisse être rédigée de fait à être adaptée à la taille de la société, aux compétences et aux fonctions du débiteur de son obligation. Et par ailleurs, il faudra également qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. D'accord. Et là encore, on est sur une appréciation extrêmement opérationnelle et factuelle. En toute proportionnalité, les limites de cette limitation chronologique et géographique va dépendre de l'activité de la société. Et la jurisprudence a pu valider des clauses en limitation chronologique qui allaient de quelques mois à plus de 20 ans. D'accord. Et en termes territoriaux qui allaient de quelques kilomètres autour d'un lieu d'activité à plusieurs pays.
Le but de ces conditions est de s'assurer qu'il n'y a pas une entrave trop importante, trop disproportionnée à la liberté de travail. D'accord. Alors, vous venez de l'évoquer, on peut limiter une clause de non-concurrence, une obligation de non-concurrence dans le temps et dans l'espace, mais concrètement, comment fait-on? Ça va vraiment résulter d'une appréciation des spécificités de l'activité de la société. C'est-à-dire D'accord. une société qui va avoir une activité extrêmement commune avec beaucoup de concurrents assez immédiats, la jurisprudence aura plutôt tendance à invalider des clauses qui sont trop restrictives en termes d'étendue. À l'inverse, sur une start-up dans la tech avec un concept extrêmement particulier, il est très habituel de voir des limitations géographiques ou temporelles très étendues, notamment géographiques, avec plusieurs continents qui peuvent être intégrés. Alors, évoquons un cas spécifique. Comment inclure une clause de non-concurrence dans un contrat de cession de titre? Là encore, tout va découler de la liberté contractuelle. Ça nous pose un cas spécifique lorsque l'associé cédant cumule cette qualité avec celle de salarié, ce qui est assez souvent le cas lorsqu'on parle d'un mandataire social qui va vendre sa société. Dans cette situation très spécifique, la difficulté va venir du fait qu'on doit accumuler également des dispositions qui résultent du droit du travail. Et donc la clause de non-concurrence qu'on va vouloir intégrer dans cet acte de cession, elle ne sera valide, s'agissant d'un associé salarié, que si elle respecte une condition supplémentaire qui est celle de la contrepartie financière. D'accord. En d'autres termes, pour qu'elle soit valable, la clause de non-concurrence à charge d'un salarié, qu'il soit associé ou non, doit être payée. Ça a posé un vrai problème dans une pratique assez courante qui était de faire coïncider le paiement d'un prix de cession des titres avec celui de l'indemnité financière de la clause de non-concurrence. C'était une pratique éminemment contestable parce que d'une part, en globalisant le paiement de ces deux sommes, on s'exposait au risque que le débiteur puisse considérer que sa clause de non-concurrence, l'indemnité compensatrice, ne lui avait pas été payée. Par ailleurs, cela conduisait à une situation où l'indemnité de la clause de non-concurrence était payée non pas par l'employeur, mais par le futur associé, ce qui n'est pas conforme aux exigences en la matière. Et enfin, cela a posé un certain nombre de problématiques fiscales et sociales, puisque le risque était qu'une partie du prix de cession soit considérée comme du salaire, et donc soit soumis aux aspects fiscaux et sociaux relatifs au traitement et salaire. D'accord. Pour terminer, rapidement, quelques bonnes pratiques sur l'obligation de non-concurrence des associés de société. Alors, toujours la rédiger avec beaucoup de précautions. C'est une source de contentieux très importante, notamment dans le cadre de la cession de titres. D'accord. Bien évidemment, ne pas faire coïncider, lorsqu'on rachète les titres à un salarié associé, ne pas faire coïncider le paiement du prix de cession des titres et de l'indemnité qui vient compenser la clause de non-concurrence, et même les prévoir dans deux types d'actes différents. D'accord. Voilà. Bon, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, et je tiens à souligner la contribution de mon collaborateur Louis Jutard qui a initié la rédaction d'une série d'articles sur ce sujet, et je l'en remercie chaleureusement. Très bien. On continue ce Lex Inside, on va parler du délit de corruption avec Judith Fleuret, consul chez Advent Altana. Judith Fleuret, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que le délit de corruption? Alors, le délit de corruption, d'abord, je vais vous indiquer qu'il fait partie d'un corpus d'infractions qui sont des atteintes à la probité, comme par exemple le favoritisme ou le trafic d'influence. Alors, si je devais résumer le délit, je dirais que c'est le fait de subordonner une personne afin d'en tirer un avantage. Alors, plus particulièrement, le Code pénal définit ce délit comme le fait, et je vais le lire, de solliciter, accepter, de recevoir, sans droit, des offres, promesses, dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en contrepartie de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un acte relevant de sa fonction. Alors, une définition, c'est bien, mais des exemples, c'est pas mal aussi. Donc, par exemple, une personne qui accepte une invitation à un concert en échange d'un renouvellement d'un marché privé ou d'un marché public. Ça peut être de la corruption. Un particulier qui verse de l'argent à un maire en échange du renouvellement d'un permis de construire. Ça peut être de la corruption.
Alors, il faut bien garder à l'esprit le fait que proposer un pacte de corruption ou l'accepter, c'est pareil. Proposer, accepter, c'est pareil. Et aussi, il faut comprendre que la corruption, c'est aussi la sphère publique. On imagine un marché public, on imagine des agents publics. Mais en fait, ça n'est pas que ça. Vous avez aussi de la sphère privée. Vous avez aussi de la corruption dans la sphère privée. Alors, on parle de corruption publique ou de corruption privée. Et quelle est la différence entre ces deux infractions? C'est surtout la peine. En fait, en D'accord. France, la corruption publique est plus répréhensible. Les peines sont plus importantes. 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende. Et pour les personnes morales, parce que ça, c'est des peines personnes physiques, pour les personnes morales, le code pénal prévoit le quintuple de l'amende. Donc 5 millions d'euros d'amende au maximum. Pour la corruption privée, 5 ans, 500 000 euros d'amende. Donc 5 fois pour les personnes morales, 2,5 millions d'euros d'amende potentielle. Et vous avez, et j'en finirai pour cette question, des peines complémentaires. Par exemple, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Donc on a bien vu maintenant ce qu'est le délit de corruption avec les sanctions. Qu'est-ce que l'infraction instantanée et en quoi le délit de corruption entre-t-il dans cette catégorie? Alors, l'infraction instantanée, comme son nom l'indique, c'est une infraction qui se consomme immédiatement, en un D'accord. trait de temps. Je vous donne un exemple, je vole une pomme. Je vole la pomme. L'infraction et ces faits, je les commets dans un trait de temps. L'infraction est consommée. C'est une infraction instantanée. Je vais prendre aussi le délit de diffamation. Je vais mettre des propos en ligne avec des propos diffamatoires. Dès que j'appuie sur le bouton Entrée, l'infraction est consommée. C'est une infraction instantanée. Alors, le contraire de l'infraction instantanée, c'est l'infraction continue. En quoi la différence? C'est une infraction dont l'exécution s'étend sur une certaine durée. Donc, nouvel exemple, le recel, par exemple. Vous avez en votre possession un vélo volé, vous savez qu'il est volé. Le recel va continuer jusqu'à la fin de la détention. Pareil pour le travail dissimulé, par exemple, de salariés. Si je ne déclare pas mes salariés, disons que l'infraction va continuer jusqu'à la fin de la relation de travail. La différence, c'est une conséquence importante, évidemment, c'est la prescription. La prescription d'une infraction instantanée, c'est tout de suite. Je vole la pomme, l'infraction est consommée, le délai de prescription commence à courir au moment où je vole la pomme. En revanche, en matière d'infraction continue, le fait de continuer, que l'infraction continue tout au long de cette infraction, le délai de prescription commence à courir à la fin. D'accord. Donc ça va être plus long. Alors, vous m'avez posé la question en quoi le délit de corruption entre dans cette catégorie. À vrai dire, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Le délit de Tout à fait. corruption entre dans la catégorie des infractions instantanées car ce délit est consommé dès la conclusion du pacte de corruption. Et ça peut être en un trait de temps, en une seconde. Un simple oui fonctionne. Donc, l'acceptation du pacte de corruption peut même se dérouler, comme je viens de le dire, en quelques secondes. C'est donc bien une infraction instantanée, ce que rappelle très souvent la chambre criminelle de la Cour de cassation. Un autre élément à prendre en compte, c'est le fait que cette infraction peut être occulte ou dissimulée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement découverte quand elle se commet. Donc là, le délai de prescription peut commencer à courir dans plus longtemps après, D'accord. et notamment 12 ans maximum. Alors on a vu que le délit de corruption était une infraction instantanée, mais bien qu'étant une infraction instantanée, il peut être renouvelé. Dans quelle mesure? Oui, alors là, c'est toute la subtilité. En fait, c'est une infraction instantanée, comme le rappelle très souvent la chambre criminelle de la Cour de cassation. Instantané, immédiat, ça se consomme tout de suite. Mais, petite subtilité, par des actes d'exécution du pacte, la prescription peut être repoussée. Je m'explique. Le 7 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, mais elle le fait depuis un long moment. D'accord, c'est une jurisprudence constante. Exactement. Elle a jugé que l'infraction de corruption, comme d'autres d'ailleurs, est renouvelée à chaque nouvel acte d'exécution. Et en l'espèce, dans cet arrêt, c'était des paiements. C'est-à-dire que on a un seul pacte, on a une seule infraction, mais en revanche, on a une sorte de démembrement de l'infraction par des paiements qui renouvellent cette infraction jusqu'au dernier paiement. La motivation des juges, c'est de dire que la volonté coupable est réalisée à chaque acte.
D'accord. Alors, c'est une jurisprudence qui est sévère, qui a des conséquences juridiques importantes pour les potentiels auteurs de corruption. Alors justement, vous évoquez les conséquences de cet arrêt. Quelles sont-elles? Alors moi, j'en vois deux. Déjà, la première conséquence juridique, et on en parle, c'est le point de départ du délai de prescription. À chaque nouvel acte, le délai de prescription recommence, on va dire. Chaque nouveau paiement recule le point de départ. Donc si je prends l'exemple d'un pacte de corruption de 2019, un paiement en 2020, un paiement en 2021, un paiement en 2022, la prescription commence à courir en 2022 et non en 2019. Et la deuxième conséquence, c'est la loi nouvelle. En fait, cet arrêt rappelle un principe qui est que la loi pénale plus sévère ne s'applique qu'aux actes commis après l'entrée en vigueur de cette loi pénale plus sévère. C'est ce D'accord. qu'on appelle le principe de non-rétroactivité. Là, en l'espèce, la Cour de cassation nous dit des paiements sont intervenus après la loi nouvelle. Je considère que les paiements ont renouvelé le délit de corruption, donc la loi nouvelle doit s'appliquer. Alors, c'est une solution sévère qui a clairement pour objectif de faciliter la poursuite et la répression du délit de corruption. Pour terminer, peut-être quelques retours sur la jurisprudence, hormis cet arrêt de 7 mai, les tendances en matière de délit de corruption. Alors, pas tellement la jurisprudence, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mécanismes qui sont mis en place en matière de corruption. Et D'accord. notamment, je pense à la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est un mécanisme qui offre aux sociétés seulement et pas aux personnes physiques, seulement aux sociétés, pas aux dirigeants, pas aux salariés, une alternative aux poursuites qui, grâce à la conclusion, ça va se faire grâce à la conclusion d'accords avec les services qui peuvent poursuivre, comme le parquet. C'est ce qu'on appelle la justice négociée et c'est une tendance de fond selon vous? Exactement, en ce moment, c'est une tendance de fond. On a la CJIP, on a aussi la CRPC, le plaidé coupable, pour prendre des mots plus simples, qui, en effet, commence de plus en plus à s'appliquer pour ce type d'infraction. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.